Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection, le bonheur suprême. Voilà comment nous allons l'appeler aujourd'hui, parce que nous allons picorer dans cet ouvrage. Aristote, l'éthique à Nicomaque, le monde de la philosophie Flammarion. Voilà. Alors, ce bonheur suprême vers lequel, selon moi, l'humanité se dirige, l'humanité tout ensemble se dirige, c'est, je le précise dans ma théorie, c'est plutôt l'accession à l'extase, à ce que nous appelons le nirvana, le samadhi, le souverain bien, la béatitude. Voilà, tous ces termes désignent le même état de conscience et de corps modifié, parce que dans l'état d'extase, le corps se vit d'une autre manière et jubile en réalité, et dans un état de plénitude et de plaisir qui n'a pas d'équivalent dans la vie ordinaire. Là, par exemple, je suis dans l'état ordinaire de la conscience, comme on l'est 99,99% du temps de l'homme constructeur, nous qui construisons cet état de perfection, ce bonheur suprême, nous n'y avons pas réellement droit, parce que justement, il faut construire l'humanité. Donc, nous construisons l'extase et nous avons droit qu'aux petits plaisirs, en réalité, qui sont des sortes de publicité du bonheur. Par exemple, la jouissance sexuelle, l'instant du jouir sexuel, c'est une sorte de petite, de bref instant d'extase, sauf que et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il nous a été construit ou donné par le divin, on va dire. Moi, je pense qu'il y a un principe créateur, donc c'est le divin qui a pensé toute cette organisation, cette façon dont les choses se déroulent. Eh bien, le moment du jouir, il est tellement bref, il est tellement intense qu'on ne peut pas s'y arrêter consciemment. Notre conscience ne peut pas le visualiser, l'arrêter, parce qu'il est trop fugace, trop fugitif. Et c'est incroyable que ça soit fait comme ça, parce qu'il pourrait très bien durer 1 minute, le temps qu'on prenne vraiment conscience de ce qui se passe dans cet état-là. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. C'est quelque chose qui est à un autre niveau. Et donc, c'est une sorte, c'est pour ça que j'en fais une sorte de publicité du bonheur suprême vers lequel l'humanité se dirige. Alors, nous construisons tous ensemble cet état-là, et à égalité. C'est-à-dire que on donne tous entièrement notre existence à cette œuvre. Quoi qu'on fasse, le nourrisson qui va avoir une vie brève parce qu'il meurt très rapidement, par exemple, il aura travaillé autant que le centenaire qui aura passé sa vie à agir ou à travailler dans la vie.
parce qu'il aura donné, tous les deux auront donné entièrement leur existence. Et c'est ça qui compte aux yeux de l'évolution de l'humanité. Le nourrisson qui a une vie brève de quelques jours, par exemple, il va continuer à agir. D'abord, il a agi sur le temps de sa gestation dans sa maman, le temps qu'elle l'a porté, etc. Ce qui s'est passé autour d'elle, les gens qui ont su qu'elle portait cet enfant, etc. Tout ça, ça a travaillé l'humanité autour de cette mère. Donc ce nourrisson, déjà, dès sa constitution, dans le ventre, dès cet instant-là, il a commencé à agir sur l'évolution de l'humanité. Et puis le moment où il décède, le moment où il meurt, il va travailler la conscience de l'ensemble des gens qui sont autour de cette famille. Cette famille, l'ensemble des gens, et il va continuer à être là, présent, par sa disparition. Il aura modifié la façon de penser, la façon de voir le monde, il aura agi dans l'humanité autant que un centenaire. Mon père qui a vécu 101 ans, il n'a pas cessé de travailler pour les autres. Il creusait les tranchées dans les villes pour pouvoir faire passer les tuyaux, les trucs électriques. Il était terrassier, et puis le soir il allait faucher le foin pour des gens, il allait travailler dans la vigne, il travaillait dans son jardin, et enfin bref, il faisait mes jouets en bois, voilà, etc. Il a passé 100 ans d'existence. Eh bien, c'est exactement l'équivalent d'un nouveau-né qui va durer que quelques jours. Il aura donné, tous les deux auront donné entièrement leur existence. Et au niveau qualitatif, c'est exactement la même chose. On distingue, nous, pour faire évoluer l'humanité, on est obligé de dire celui-là fait plus de travail que celui-ci ou quoi que ce soit. Mais c'est faux. En réalité, celui qui travaille pour le bien, l'abbé Pierre, il agit pour l'humanité autant que le cambrioleur qui aura choisi cette voie et qui fera la moitié de son existence en prison et la moitié à faire des traumatismes et à poser des problèmes à la société. Les deux ont agi pour l'humanité dans son ensemble et de la même façon. Sauf que l'humanité doit choisir, doit décider, ça c'est pas bien, ça c'est bien, et c'est important qu'on préserve cette chose-là, qu'on préserve ce qui est injuste, ce qui est juste, ce qui est etc., etc. Et ça, spontanément, l'humanité ne peut pas ne pas le faire. Même là, on voit les systèmes médiatiques et politiques essayent d'imposer certains mal comme si c'était des biens, des injustices comme si c'était des justices, mais l'humanité, au fond, même si elle est un peu contrainte par ce changement de valeur, au fond, résiste à ça. Parce que dans notre ADN, on a le goût de la justice, on a le goût de défendre l'opprimé, de celui qui l'oppresse, de l'oppresseur, etc., etc. Tout ça, c'est comme ça. Mais en même temps, pour l'évolution de l'humanité, eh bien, le transgressant, il fait autant évoluer le code pénal que le juriste qui va travailler à faire évoluer la loi. Donc, on est tous égaux, on travaille tous à cette évolution de l'humanité. Que ce soit l'Indien d'Amazonie qui est perdu au milieu de la forêt amazonienne, que le Bill Gates ou je ne sais pas qui
qui est dans un autre domaine. Ils sont à égalité. Ils sont les mêmes. Ils sont égaux. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre pour l'évolution de l'humanité. Voilà. Ça, c'est très important de garder en mémoire cette idée-là. Alors, dans l'éthique à Nicomaque, on va juste picorer, et moi je le connais, j'ai lu une partie, peut-être je l'ai même lu entier au tout début, j'en sais rien, de la mécanique universelle, mais en tout cas, je lis, ce que je lis, je l'oublie l'instant d'après. Mon cerveau n'est pas fait pour retenir les choses. Il les lit, il les commente, il les analyse sur l'instant, et puis il les oublie. C'est assez curieux d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et donc, on va lire un petit peu et puis commenter ces choses. Le bien suprême, à mon sens, c'est le bonheur. Et donc, c'est ce que cherche l'humanité. Inconsciemment, tout le monde cherche à atteindre cet état-là. On ne peut, c'est légitime. Et même le cambrioleur, ce qu'il va faire, c'est il cherche à atteindre le bonheur en réalité. Il pense que le bonheur, c'est le plaisir, que vont lui procurer les millions ou les centaines de milliers d'argent qu'il aura abusé sur les autres. Et il pense que c'est ça le bonheur. Il se trompe, mais au fond, ce qu'il cherche, lui, c'est le bonheur. C'est la paix, c'est le bonheur. Sauf que il se trompe de destination. Et sur la mécanique universelle, je ferai une vidéo j'ai écrit tout ça il y a déjà 23 ans que la mécanique universelle est en place. Alors, le bien suprême, fin de la discipline maîtresse entre toutes. Le bien suprême, c'est le bonheur. Toute technique et toute démarche méthodique, mais il en va de même de l'action et de la décision, semble viser quelque chose de bon. C'est pourquoi l'on a eu cette belle déclaration, le bien, c'est la visée de tout. Voilà, donc ça veut dire que Aristote savait que l'idée que le bien suprême, le bonheur, c'est la fin dernière de tout, mais c'était déjà su bien avant lui. Voilà, c'est quelque chose qui avait été compris par la pensée et pas que par la philosophie, par toutes les formes de pensée qui avaient cours à l'époque, c'est-à-dire que à l'époque des Grecs, de la Grèce antique, à l'époque d'Aristote et de Platon et de Pythagore, en Inde, il y avait déjà des sages qui étaient dans cette recherche depuis longtemps sur le bonheur. Peut-être en Perse également, peut-être, etc., etc. Donc, et en Afrique, dans les sociétés traditionnelles aussi. Donc, en somme, cette valeur que le bien c'est la visée de tout, elle était déjà présente depuis longtemps. Alors, néanmoins, une certaine différence apparaît entre les fins. Tantôt, en effet, ce sont des actes, tantôt des œuvres qui s'en distinguent. Or, quand certaines fins sont distinctes des actions, les œuvres sont alors un bien naturellement supérieur aux actes. D'autre part, la multiplicité des actions, des techniques et des savoirs engendre aussi la multiplicité des fins. La médecine, par exemple, a pour fin la santé. La construction navale, le bateau, la conduite des armées, la victoire, et l'économie, la richesse. Mais quand on y réfléchit, mais toutes les techniques de ce genre sont subordonnées à quelques capacités uniques, exactement comme sont subordonnées à l'acte du cavalier le métier de fabriquer des morses et tous les autres métiers qui servent aux équipements de la cavalerie.
tandis que cet art lui-même, ainsi que toute opération guerrière, se trouve subordonné à la conduite des armées et pareillement d'autres techniques à des techniques différentes. Bon, en gros, la médecine, par exemple, a pour fin la santé. Bien entendu qu'elle a pour fin la santé, mais la santé, c'est pas que pour elle-même, c'est pour pouvoir en jouir, c'est-à-dire pour avoir le bonheur de jouir, d'être en pleine santé. Et donc c'est bien le bonheur qui est visé derrière cela. La construction navale, elle a pour but de faire un bateau, mais le bateau, il est là pour aller découvrir, pour faire des découvertes, pour partir, pour prendre du plaisir, pour avoir du bonheur. C'est toujours le bonheur, au fond, qui est l'acte final. La conduite des armées, c'est la victoire, mais la victoire en elle-même, quel est le but de la victoire? La victoire, c'est finir par être heureux, c'est-à-dire ne plus avoir que l'ennemi soit celui qu'on estime ennemi, soit neutralisé et que je puisse enfin vivre sans crainte qu'il m'attaque, etc., etc. C'est exactement ce qui se passe dans le conflit qui est actuellement, qui fait rage, un des conflits qui fait rage, parce qu'il y en a plusieurs, mais celui entre Israéliens et Palestiniens. Les Israéliens veulent vaincre par le moyen qu'ils sont en train de mettre en œuvre et que l'humanité est en train de montrer du doigt. Mais pour atteindre leur bonheur, quoi, parce qu'ils n'arrivent pas à penser l'égalité, ils n'arrivent pas à penser une vie ensemble avec les Palestiniens. Ils ont eu une sorte de paranoïa, de peur que les Palestiniens, de ne pas pouvoir vivre dans un pays unifié ensemble entre Palestiniens et Israéliens à égalité, fraternellement, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas le concevoir dans leur esprit. Pour eux, le bonheur, c'est qu'il n'y ait plus de Palestiniens en Palestine, et qu'ils soient réunis. Je parle au moins des décideurs de cet État-là. Et c'est la même chose pour les Palestiniens. Les Palestiniens luttent pour s'émanciper, pour atteindre le bonheur, pour dire on veut avoir notre État, être libre, pouvoir vivre comme tout le monde, que notre jeunesse puisse prendre l'avion, voyager, rencontrer les autres, qu'on puisse aller à l'école, vivre dignement, vivre en étant respecté, etc. C'est le bonheur qui est visé, en réalité. Et c'est toujours le bonheur qui est visé, quoi qu'il arrive, dans tous les cas. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on n'en parle pas réellement là, dans le monde, par exemple, du néolibéralisme. Il nous fait courir derrière des choses qui... il y a 80 ans, ou il y a un siècle ou 2 siècles, le bonheur était compris par l'humanité. Les gens cherchaient à vivre heureux. Là, on nous a donné des valeurs qui étaient frelatées et qui peuvent que rendre malheureux, en fait. Il faut gagner de l'argent, il faut avoir du pouvoir, il faut jouir le maximum de toutes les bonnes choses, de la bonne bouffe, du sexe, de ci, de ça, etc., etc. Et en fait, en ayant oublié que c'était le bonheur. Alors, ils ont fait travailler l'humanité. Le marché, là, depuis 50 ans, il a suractivé les gens, mais il a rendu malheureux toute l'humanité. Bien sûr, on a travaillé 3 fois plus, on est complètement agité, et après des journées intenses de travail comme on a, il faut qu'on aille prendre du plaisir à haute dose. Voilà, c'est
c'est un peu l'exemple des traders américains des années 90 voilà, et qui bossaient comme des malades sans comprendre ce qu'ils faisaient pendant des heures et des heures, et puis quand ils avaient fini, ils sortaient, ils prenaient des rails de coke, ils s'enivraient, ils essayaient d'avoir du sexe, ils allaient dormir un peu, et puis ils repartaient. Mais c'est des vies de misère qui sont à des kilomètres du bonheur, alors qu'eux-mêmes cherchaient le bonheur, cherchaient à atteindre du bonheur. C'était le bonheur qui les motivait, mais sauf que le système les avait éloignés de cette valeur-là. Et là, le système est fautif. C'est le marché qui est fautif, parce que il a donné, il s'est organisé pour être le vendeur des valeurs, grâce aux médias qu'il s'était accaparé. Il s'est accaparé tous les médias et les journaux, etc. Et il a donné, il est devenu le nouveau distributeur des valeurs. Et en donnant ces valeurs, il a dit voilà, il faut être comme ça, c'est la fête, il faut vivre sous ce type de vie. Et l'homme, il fonctionne par mimétisme, donc il en a accepté, il a pensé que le marché voulait son bien. En réalité, il ne voulait pas son bien, il voulait le bien du marché, c'était tout. Et là, on ne l'a pas compris, on a suivi, tête baissée, parce que parce que le peuple est naïf, il est gentil, il est bon, il n'a pas l'esprit tordu, donc il pense qu'on lui veut du bien. Et c'est après qu'il se rend compte que ce n'est pas le cas. Voilà. C'est pour ça qu'il arrive à élire des dictateurs ou des hommes politiques qui veulent son mal, en fait. Mais comme il s'exprime en disant en faisant semblant qu'ils veulent son bien, eh ben le peuple le croit. C'est ce qui est en train de se passer en politique aujourd'hui. Là, voilà, on se dirige vers quelque chose qui va vraiment faire du mal au peuple, parce que ceux qui sont les leaders là sont les plus méchants pour le peuple en réalité. Et le peuple s'en rendra compte, devra le vivre, ça, malheureusement, si c'est ça qui s'impose. Et c'est vraisemblablement ce qui va finir par s'imposer. Et ça, c'est un peu catastrophique, au fond. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et puis, c'est une vidéo de retour à l'activité. Et donc, vous savez que vous pouvez, si vous pensez que cette vision un peu atypique de la philosophie, de la pensée, de l'évolution, mérite d'être mise un peu en lumière, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez donc vous abonner, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, pensez-y aussi, à ceux que vous pensez susceptibles d'être intéressés par ce genre de vision. Et puis voilà, et puis je vous souhaite une bonne fin d'année pour ceux qui sont dans l'hémisphère où on fête cette année comme celle-ci. Voilà, à très bientôt. Merci de votre écoute.